Des premières constructions, supposées en bois, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait sans doute 2 édifices, l'un dédié à la Vierge Marie et l'autre à Saint-Étienne. Au 7e et 8e siècle, il y a assurément 2 églises. Hélas, je brûle 2 fois entre 750 et 788, et toutes mes archives avec. L'évêque Frotter me reconstruit au 9e siècle, et il y a aussi désormais une église baptismale Saint-Jean-des-Fonts. Mais les Normands envahissent la France et arrivent jusqu'à Toul en 893. Je brûle à nouveau. C'est mon nouvel évêque, un nommé Ludelme, qui me reconstruit plus haute, plus vaste. Enfin arrive celui qui me donnera notoriété et puissance, Saint Gérard. Entre 963 et sa mort en 994, il reconstruit tout un groupe cathédral composé d'une basilique cathédrale, d'une église vouée à Notre-Dame et d'une église baptistère Saint-Jean-des-Fonts. Cet évêque, aussi malin que pieux, saura même se procurer des reliques de Saint-Étienne, ce qui attire des pèlerins. Mais en 1033, le comte de Champagne ruine la ville de Toul et me laisse très abîmée. C'est l'évêque Pibon qui se fait mon nouveau reconstructeur. Et il ajoute aussi sa touche, car il me donne une façade occidentale massive que l'on appelle tour de Pibon. Au XIIe siècle, on me reconstruit encore, cette fois avec des formes romanes. Cette architecture se caractérise par ses importants murs de pierre et ses voûtes en berceau. Mes murs à cette époque sont épais, mes fenêtres petites et rares. Et puis, en quelques années au début du XIIe siècle, émerge une autre façon de construire les églises. Mes murs s'allègent, mes fenêtres s'agrandissent jusqu'au vertige. L'espace gothique est fait de pleine lumière, de plus en plus aérienne, de plus en plus haute, je baigne dans la lumière. Vers le début du XIIIe siècle, la Champagne s'essaye avec succès à cette nouvelle façon de construire qui vient d'Île-de-France. Je serai donc, encore une fois, reconstruite. Toul est ville épiscopale, mais aussi canoniale. Ce sont les autres acteurs religieux en place à Toul depuis le Xe siècle, les chanoines du chapitre. Il s'agit de prêtres, principalement issus de la noblesse, qui vivent autour de la cathédrale et ont obligation d'y assurer les heures et autres offices liturgiques. Désormais, ils vont acquérir de plus en plus de pouvoir, au point d'éclipser même celui de l'évêque. Ce sont eux, les fondateurs collectifs de mon visage gothique. Ils tiennent les comptes et collectent les fonds. Le chapitre assurera la continuité financière et architecturale jusqu'en 1790. On commence toujours la construction d'une église par le chœur, c'est-à-dire l'endroit où est situé l'autel principal. Ainsi, le culte peut commencer dès avant l'achèvement de la nef. On pense que mon chantier gothique débute entre 1207 et 1221. Sans doute, l'église romane est conservée le plus longtemps possible à l'intérieur de la structure gothique. On peut diviser les ouvriers en 3 catégories principales. Il y a ceux qui travaillent la pierre, répartis entre tailleurs et sculpteurs. Deuxième catégorie, les ouvriers qui travaillent le bois, charpentiers et menuisiers. Enfin, troisième catégorie, ceux qui travaillent le métal, forgerons et ferronniers. L'évêque Roger de Mercie fait poser des vitraux. La Lorraine est riche en production verrière, tout comme la Champagne voisine. En 1253,
mon chœur et les 2 tours qui le flanquent sont achevés. J'ai un nouveau maître d'œuvre. Le transept et la 8e travée de la nef, et sans doute les 2 premières travées du cloître sont construits par ses soins. Mon transept est très vaste en proportion de mon chœur. On a sans doute décidé de m'agrandir par rapport à mes plans initiaux. Et il est aussi plus haut de 4 mètres. Cette situation quelque peu étrange restera ainsi jusqu'au XVIe siècle. Suis-je peinte ? Oui, sans hésitation. On a retrouvé des traces de pigments de différentes époques et dès le XIIIe siècle, je suis colorée. Mon chantier accompagne les saisons et fait travailler toute une petite société, directement et indirectement. Pendant l'hiver, les tailleurs travaillent en intérieur, par exemple à des détails décoratifs de frises ou de chapiteaux. Les années 1360 ou 1370 voient mon réveil. Dans une situation politique et économique stabilisée, les chanoines trouvent des fonds pour relancer ma construction, notamment avec la quête de Saint Gérard, qui va de village en village avec des reliques. Bénédiction et vénération de reliques et indulgence contre participation financière. La formule marche bien. On commence par construire les murs des collatéraux sur toute leur longueur, puis le niveau des fenêtres hautes avant le couvrement. On choisit de garder le dessin de la travée existante du XIIIe siècle comme modèle des 4 nouvelles travées. Entre-temps, le gothique a évolué, mais pas pour moi, pas encore. La continuité paraît être le maître mot de mes commanditaires, les chanoines, tant pour mon cloître que pour mes murs. Le cloître qui me flanque au sud est vaste et très homogène. Il remplace vraisemblablement un ancien cloître roman aux proportions généreuses. Un cloître, c'est un jardin de recueillement, de prières et de processions parfois. C'est aussi un espace pivot de distribution entre la cathédrale, la salle du chapitre, les autres pièces dédiées aux chanoines et l'espace public. Je conserve encore la tour de Pibon qui arrête la nef gothique et d'ailleurs la contrebute, c'est-à-dire en assure la stabilité. Elle disparaîtra, mais pas avant qu'on ait entamé les travaux de la façade occidentale. En moins de 50 ans, ma façade est achevée. Je suis enveloppée dans un réseau de pierres plus délicat et fin que sur mes autres faces. La tour de Pibon démolie laisse un trou béant. Malgré cela, je reste une totalité, un monde cohérent et unifié. Les tours, ce sont aussi mes haut-parleurs, car ce sont des clochers en plus d'être des phares spirituels. Elles sonnent l'heure et rappellent à chacun le temps des offices. Un couronnement en flèches de pierre semble avoir été prévu, mais non réalisé. Ajourées pour peser moins sur les murs et assurer une meilleure stabilité au vent, elles auraient culminé à 90 mètres. Elle est peinte aussi. La couleur est un attrait supplémentaire qui illumine la pierre. C'est aussi une façade pédagogique et symbolique, régie par un programme iconographique très précis. Concrètement, le programme iconographique fixe, niveau par niveau, du thème de mes statues et sculptures. Ma statuaire est un prêche.
En 1511, le chapitre décide de reprendre mon chœur pour l'exaucer, c'est-à-dire lui donner les 4 mètres qui lui manquaient pour être au niveau du transept. Mes tours de chevet sont aussi dotées d'une toiture définitive, sans doute des flèches à jour en pierre qui répondent à celles de ma nouvelle façade. À la croisée du transept, là où il y avait peut-être une 5e tour, on pose le campanile à la boule d'or en 1534. Il est symboliquement placé au-dessus du tombeau de Saint Gérard. D'autre part, 2 nouvelles chapelles Renaissance viennent se greffer sur ma nef. Au nord, la chapelle des évêques, et au sud, la chapelle Jean Forget. Enfin, un monumental jubé clôture mon chœur liturgique édifié sous l'évêque Toussaint d'Auxédie. Pourquoi, en 1561, les parties hautes de la tour Saint-Paul, qui flanque mon chœur au sud, s'effondrent-elles? On ne sait pas précisément, mais une charge trop lourde et une toiture endommagée pourraient y avoir contribué. Pour éviter de renouveler l'accident, on découronne la tour Saint-Pierre de sa flèche et on couvre les deux avec des toitures en dôme. Ma silhouette change à nouveau.